Donc merci d'être venu là. Cette tournée est une tournée organisée par France-Palestine Solidarité en France. Ils sont là pour une bonne quinzaine de jours. Ils sont déjà sillonnés la fête de l'humanité, Lille, après Paris 14 hier soir, après être passé aussi à l'Assemblée nationale. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. أنا رأفت أبو عايش من النقب. رأفت أبو عايش de نقب ونيجيف. النقب هو الجزء المثلث في خريطة فلسطين اللي بتشوفوه كلكم في الخريطة، المثلث اللي تحت. C'est le triangle que vous voyez là dans la carte de la Palestine qui est au sud. Ça c'est le Negev ou Naqab. أنا ناشط وكاتب ويعني سنوات طويلة موجودين في الحيز الجماهيري في النقب. Je suis activiste, je suis écrivain et je suis vraiment présent dans les activités populaires et de la population en général depuis des années. Je vais expliquer pour vous donner une idée un peu plus claire de la situation. لما بنسمع عن فلسطين نسمع عن ضفة، عن غزة، بالضرورة عن غزة، ولازم نسمع عن ضفة عن غزة كل وقت، بس مش دائما بنعرف إن في 2 مليون إنسان فلسطيني هم عايشين بشكل مباشر تحت الاحتلال الإسرائيلي. D'accord. Quand on parle de la Palestine, on parle de Cisjordanie, on parle de Gaza. Bien évidemment, il faut en parler, mais assez souvent on ignore de parler de 2 millions de Palestiniens qui vivent sous l'occupation israélienne d'une façon permanente. 2 مليون إنسان هم أقل من 10%. Ce sont moins de 10% de la population israélienne. في العام 1948 استطاعوا البقاء على أرضهم رغم التهجير الإسرائيلي. Voilà, en 1948, moins de 10% des Palestiniens qui ont pu rester sur leur terre, dans leurs maisons, après une Nakba. تقريبا من كل سكان فلسطين فقط 100,000 فلسطيني استطاعوا البقاء بعد النكبة. Voilà, de tous les Palestiniens en 48, à peu près 100,000 Palestiniens ont pu rester après une Nakba. واليوم تحولوا ل 2 مليون إنسان. Et maintenant, ils sont 2 millions de personnes. منهم مجتمعي اللي هو مجتمع النقب. Alors, une partie de cette société-là est la société de Naqab ou Negev. اللي هو اليوم عبارة عن 350,000 إنسان. 350,000 personnes. ليش بحكي الأرقام تبعت الناس أو أعداد الناس؟ Pourquoi est-ce que j'insiste sur les chiffres? لأنه هذه الأرقام اليوم بتمثل لإسرائيل ما يسمى وما تسميه إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي بالخطر الديموغرافي. Voilà, pourquoi est-ce que j'insiste sur les chiffres, sur le nombre d'habitants? C'est parce que ces chiffres constituent ce qu'Israël appelle le danger démographique pour eux. مجتمعي اللي كان في سنة النكبة في 1948 هو فقط 10,000 إنسان، تحول خلال 70 سنة إلى 350,000. Voilà. Oh, ok, dans ma société, à moi, dans ma communauté plutôt, on était 10 000, maintenant on est 350,000. ومنذ برز هذا التكاثر السكاني إسرائيل بتحارب فيه. Et depuis qu'on a eu quand même cette masse de population, eh ben, Israël ne cesse de les combattre. تعال احنا بنحكي عن الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. Là, on parle, soi-disant, de la seule démocratie au Moyen-Orient. وطبعا هذه الديمقراطية عشان تظل ديمقراطية بتحافظ على الأغلبية اليهودية بشكل دائم. Voilà, alors cette démocratie-là, il essaye quand même d'avoir la majorité juive en permanence. كيف بيعملوا هذا الشيء؟ Comment ils font ça? أول ممارسة بنحكي عنها لفهم الحالة هي اسمها أو مصطلح نتعامل معه اسمه القرى غير المعترف بها. Voilà, d'abord il faut comprendre certains termes là, par exemple, premier terme pour comprendre la situation et comment ils vont. Pour la situation, c'est les villages non reconnus. 37 قرية في النقب، 160,000 إنسان يعيش في هذه القرى بدون مياه، بدون كهرباء، بدون أي بنى تحتية. Voilà, dans ces villages-là, il y a 160,000 personnes palestiniennes de Naqab qui vivent sans eau, sans électricité et sans مياه وكهرباء، بنى تحتية. ni infrastructure diverses. كلهم
يحملون المواطنة الإسرائيلية. Tous sont des citoyens d'Israël. Ils ont la citoyenneté israélienne. لكن إسرائيل بتحاول تصعب الحياة في هذه القرى عشان الناس تغادر تتركها. Voilà, mais Israël il fait tout pour rendre la vie là-bas très difficile, pour pousser les gens à partir de là-bas. طبعا مش راح بس إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي ما عندي شيء بهذه السهولة، بس إن أنا ما أعطيك ما هو كهرباء. مش راح بس تكون هذه الممارسة الوحيدة اللي بيحاولوا يضيقوا فيها على حياة الناس. Voilà, alors là, de ne pas avoir de l'eau, de l'électricité ne sont pas les éléments les plus importants quoi, pour rendre la vie très difficile des gens. Israël a d'autres recours. في آخر 7 سنوات تم هدم 20,000 بيت في النقب. Voilà, sur les 7 dernières années, 20 000 maisons ont été démolies في النقب ou dans le Naqab ou Negev. 20,000 بيت يعني تقريبا معدل 3,000 بيت في السنة. Voilà, cela veut dire à peu près 3 000 maisons par an. طبعا كل سياسي اسرائيلي جعبال يسوي دعايه اسرائيليه ويكسب المزيد من المصوتين لازم يهدم بيوت اكثر من السياسي اللي سبقه. Voilà, et bon, chaque politicien israélien comme ça pour faire une bonne propagande auprès de la population israélienne, il faut démolir plus de maisons que le précédent. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère, quoi, si je comprends bien, d'accord, pour les dirigeants. Plus de détruits, plus de populaires auprès de plus de populaires auprès de la population israélienne. عشان تصحصحوا وما تناموا تعطيكم تحدي صغير. Voilà, pour vous réveiller, il va vous lancer un petit défi. بدي تحذروا كم أخ وأخت عندي. J'aimerais que vous deviniez combien de frères et de sœurs j'ai. 7. مين كمان؟ Combien 10. مين كمان؟ 10 10 11 مين كمان؟ 13. طيب أنا عندي 20 أخ. J'ai 20 frères. هذا الصدمة اللي كنت بدي أشوفها. Je voulais voir le choc. بالضبط مع هذا الرقم 20 أخ وأخت هو نموذج عالي جدا في المجتمع اللي أنا شايفه. الرقم ان كون الانسان عنده فعل كبير هو امر طبيعي جدا في المجتمع. Voilà, c'est un chiffre très normal dans la communauté dans laquelle je vis. لما الناس في النكبة في 48 فقدت الأرض، فقدت القوة، فقدت السيادة. Lors des Nakba, quand les gens ont perdu leur maison, perdu leur terre, ils ont perdu leur السيادة. Voilà, le contrôle, voilà. وفقدوا قرايبهم. Et ils ont perdu, voilà, des membres de leur famille. الحل الوحيد اللي كان معهم هو انهم يتكاثروا يجيبوا اولادهم. Voilà, c'était la seule solution qui était disponible, c'est de faire beaucoup d'enfants. ولهذا السبب C'est pour cela في جانب من الشخصية الإسرائيلية اللي فيه فاشية قبل اللي ما كنا نعرفه قبل حرب غزة. C'est pour cette raison-là qu'il y a quand même un aspect du fascisme israélien qu'on ne connaissait pas avant la guerre de Gaza. ظهر في النقب سابقا. Avait déjà apparu dans le Negev ou le Naqab avant. في 2017 بتسليل سموتريتش وزير الاقتصاد الإسرائيلي. Personnifié peut-être dans le personnage de Smotrich. التكاثر السكاني في النقب هو خطر ديموغرافي على يهوديين. Voilà, il a dit que quand même que c'est quand même bon faire plein d'enfants comme ça dans le Negev, c'est un danger démographique pour Israël. ولازم نقوم بإنهائه. Et on doit arrêter cette augmentation de la population. بعد فترة قصيرة صحيفة دماركر الإسرائيلية كشفت بيانات صادمة. أي صحيفة؟ دماركر الإسرائيلية. Ok. Voilà, un journal israélien avait révélé عن عشرات آلاف النساء في النقب اللي تم إعطائها إبر عقم بدون معرفتها. qu'il y avait des dizaines de milliers de femmes dans le Naqab ou Negev qui ont été stérilisées par des piqûres sans qu'elles le sachent, à leur insu. بالإضافة لذلك كمان نموذج شبيه غير
الأرقام كان إن أكثر تقريبا 40,000 مواطن نقباوي خسروا جنسيتهم والمواطن تبعتهم في مكاتب التأمين في مكاتب الإدارات المدنية. Il y a aussi à peu près 40,000 citoyens là, de Naqab qui ont perdu leur nationalité dans les bureaux d'administration civile, quand ils sont venus pour renouveler leurs papiers, tout simplement. Les employés, ils renouvelait les papiers, mais ils ont effacé la citoyenneté. Quand on a poursuivi en justice, ils ont dit que c'était une erreur. آخر القصة بشاركها تتعلق في مصطلح كلكم تعرفوه لكن مهم ان احنا نستذكر المصطلح الابارتهايد. Voilà, la dernière histoire que je vais raconter, c'est quelque chose qui est lié au terme de l'apartheid. القصة بتحكي عن قرية اسمها أم الحيران. On parle de Umm el-Hiran, c'est un village. قرية في النقب اللي سكانها تم تهجيرهم للأرض اللي هم موجودين فيها في سنة 48 على أيدي الجيش الإسرائيلي. Qui ont été déplacés de leur village d'origine par l'armée israélienne en 48. Depuis qu'ils ont été déplacés, ils sont restés sans eau, sans électricité. À côté d'eux, il y avait quand même une famille israélienne qui était en train de réaliser le rêve israéliens ou juifs de vivre dans le Naqab. Ils ont ouvert un projet dans les déserts. C'est une ferme où il y a une pension et puis il y a un cimetière pour les chiens. Et ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité. Voilà. Alors cette famille israélienne avec le projet qu'on vient de mentionner, ils jouissent des services comme l'eau, comme l'électricité. Il y a un médecin qui leur rend visite une fois par semaine d'une façon régulière. 1000 عائلة إلى جانبهم عربية ممنوع يمدوا بربية ممنوع يمدوا صنبور عشان يشربوا مي. Voilà, il y a 1000 familles arabes à côté d'eux. C'était interdit d'avoir par exemple un tuyau pour apporter de l'eau. ومع كل هذا قررت إسرائيل أن تهدم قرية أم الحيران لتبني مستوطنة يهودية في مكانها. Et après tout ça, des conditions qu'on a décrites, Israël a décidé quand même de démolir Umm el-Hiran, c'est le nom du village, et de construire une colonie à sa place. في 2016 خلال تظاهرنا لحماية أم الحيران. 2013, quand on a fait une démonstration pour protéger le village Umm el-Hiran. إسرائيل حاصرت القرية، هدمت 7 بيوت في القرية. Israël a assiégé le village. Il y a détruit 7 maisons. وقتلت يعقوب أبو القيعان. Ils ont tué quelqu'un qui s'appelle Yaqub Abou el-Qi'an. قدام بيته. Devant sa maison. اللي هو مدرس حاصل على جائزة الدولة في التدريس كأفضل مدرس. C'est un enseignant qui a d'ailleurs eu le prix de l'État, pour l'enseignement. Ils l'ont tué quand même. وبعد ما قتلوه سووا له وعملوا له شيمينج في الانترنت انه هو داعش. Ah oui, après l'avoir abattu, ils ont quand même noirci quand même sa réputation en disant qu'il appartenait à Daesh, l'État islamique quoi. تمام. هذا احنا سردنا بعض المعاناة اللي بنعيشها. On a raconté un peu de la souffrance que nous vivons là-bas. لكن حياة الإنسان الفلسطيني لا تتعلق بالمعاناة وحدها. Voilà, mais la vie des Palestiniens, ce n'est pas uniquement centré sur la souffrance. إنما تتعلق أيضا بالندية وفي النضال إلى جانب المعاناة بشكل مباشر. Voilà, mais la vie des Palestiniens, c'est aussi chercher l'égalité, être égal aux autres et chercher à exister et résister. احنا بنقول دائما ان احنا لا نختار المعارك هي اللي تختار. Nous disons toujours que nous ne choisissons pas les batailles, ce sont les batailles qui nous choisissent. وهذا قدر الانسان الفلسطيني. Voilà, c'est ça le destin des Palestiniens. والصمود في النقب هو واحدة من العلامات الرئيسية اللي تمثل المجتمع العربي. Et le صمود, c'est-à-dire la résilience de Negev, c'est une des marques qui distingue cette société et cette lutte. من أكثر الأمثلة على صمود عرب النقب هو قرية العراقيب. Voilà, l'un des meilleurs exemples qui a montré cette résilience في النقب ou dans le Negev, c'est le village de Araqib. قرية العراقيب من 2010 تم هدمها أكثر من 230 مرة. 230. Voilà, depuis 2010, ce village a été détruit plus de 230 fois.
والناس ترجع تعيد تبني خيامها وتضلها قاعده فيها. Et الناس اللي érigent leurs tentes et ils restent. في تقريبا 22 عائله مرات في بعض الاسابيع بعد هدم بيوتهم بكونوا عايشين تحت الشجر. Il y a à peu près 22 familles. 22 عائله بعد هدم بيوتهم بكونوا عايشين تحت الشجر. Voilà, et à peu près 22 familles qui vivent sous les arbres après la démolition de leur maison. ومع ذلك كل مره بزورهم بحس حالي عند اقوى ناس عرفتهم في حياتي. Et pourtant, à chaque fois que je leur rends visite, je sens que je suis chez les gens les plus résistants, les plus forts que j'ai jamais connus de ma vie. الكل بيحب انه يعيش حياه مع خدمات ومع راحه ورفاهيه. Bien évidemment, tout le monde aime vivre une vie confortable avec tous les services. Mais بس مش مستعد الانسان الفلسطيني يقبل هذه الحياه بدون كرامه. L'être humain palestinien, le Palestinien n'est pas prêt à accepter cette vie, même avec son confort, ses facilités, mais sans dignité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Palestinienne de Jérusalem. Je ne vais pas dire Jérusalem-Est, c'est tout simplement Jérusalem. Je suis chercheuse spécialisée dans les politiques israéliennes appliquées à Jérusalem pour vider et dépalestiniser la ville de Jérusalem. Où j'ai grandi et vécu chaque instant de ma vie, et où j'ai été témoin de ses multiples facettes. Vous connaissez Jérusalem peut-être pour sa beauté et son patrimoine culturel et religieux spécial, mais en fait, cette ville cache un autre visage, plus sombre, plus triste. C'est le sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'autre visage de la ville de Jérusalem. On n'en parle pas assez dans les médias, et en fait, Israël aujourd'hui profite de l'attention internationale portée sur Gaza pour intensifier ses pratiques répressives à Jérusalem et même en Cisjordanie, en Negev et en toute la Palestine. J'aimerais commencer par un petit survol historique pour que ça soit plus organisé dans vos têtes. Vous savez bien sûr qu'en novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution appelée le plan de partage de l'ONU pour la Palestine, qui a demandé la création, l'établissement de 2 États, un État pour les Juifs et un État pour les Arabes dans les territoires palestiniens. Et par rapport à Jérusalem, selon ce plan, il a demandé que cette ville soit internationalisée, c'est-à-dire l'Assemblée générale a recommandé la création d'une entité séparée, démilitarisée et neutre. Mais bien sûr, ce plan a été rejeté par la communauté arabe palestinienne. Et du coup, la guerre a éclaté. On n'utilise pas ce terme, bien sûr, on dit c'est la Nakba. Et puis c'était l'exode du peuple palestinien. En fait, ce plan a été présenté comme une solution miracle pour la question palestinienne, mais en fait, c'est plus une recette pour le désastre qu'on voit aujourd'hui et toujours en Palestine. Pendant la guerre, je reviens à Jérusalem, pendant la guerre de 48, la Nakba, Israël a capturé la partie ouest de Jérusalem et pratiquement toute la population de cette zone, soit environ 29 000 personnes, a quitté ou a été chassé des quartiers occidentaux de la ville, devenant ainsi réfugiés. Pendant ce temps, la partie orientale de Jérusalem, aujourd'hui appelée Jérusalem-Est, y compris la vieille ville et ainsi que la Cisjordanie, sont passés sous contrôle jordanien. Et malgré les efforts de l'ONU pour créer une entité séparée à Jérusalem, selon le plan de partage, les faits sur le terrain ont contourné cette idée. Par exemple, en décembre, c'est juste un exemple, en décembre 1950, Ben Gurion, le premier ministre, a déclaré Jérusalem comme capitale d'Israël, affirmant que la création
d'une entité séparée irait à l'encontre de la volonté des habitants et du droit historique du peuple juif. L'Assemblée générale de l'ONU s'est occupée du statut de Jérusalem à plusieurs reprises au début des années 1950, mais n'est pas parvenue à prendre de décision sur la question. Cette question n'a été abordée de nouveau qu'après la guerre de 1967. C'est la Naksa, on peut traduire ça comme la rechute en français. Ils disent aussi la guerre de 6 jours. Et pendant cette guerre, Israël a occupé plusieurs territoires. C'était appelé l'annexion dans la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Et après, Israël a annexé environ 70 000 dönums de terres jordaniennes, dont la majorité appartenait à 28 villages palestiniens, ainsi que des zones dans les environs de Bethléem et autres régions. C'était dans le but de créer ce qu'Israël appelle la Grande Jérusalem. C'est une version de Jérusalem que Israël vise à créer. C'est Jérusalem métropolitaine qui s'étend de Ramallah au nord, en Cisjordanie, jusqu'à la mer Morte à l'est, puis à Hébron au sud. C'est juste une version israélienne de Jérusalem. Les nouvelles frontières municipales de Jérusalem ont été définies en tenant compte alors de préoccupations démographiques et sécuritaires, avec l'objectif de maximiser le territoire juif tout en minimisant la géographie et la population palestinienne. Et la politique d'annexion visait à inclure autant de territoires que possible dans les limites municipales pour construire des colonies juives tout en excluant les zones palestiniennes densément peuplées. Faut juste dire qu'environ 30 000 Palestiniens, habitants de la région annexée par l'état d'occupation israélienne, étaient absents au moment du déplacement forcé de population qui a suivi la guerre de 67, dont un nombre important avait été déplacé à cause des combats. Israël ne les a pas enregistrés et les a exclus du registre de la population civile de Jérusalem. Et aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de revenir dans leur ville natale. Ces Palestiniens de Jérusalem, ça c'est très important, ils sont privés à la fois de leur nationalité palestinienne et de la sécurité de l'état civil dans leur ville natale. Ils sont considérés, ils ont le statut de résidents. Nous, les Palestiniens de Jérusalem, on n'est pas considérés citoyens de l'État, seulement des résidents. Et ce statut de résidence est accordé aux Palestiniens de Jérusalem au regard de la loi sur la régulation d'entrée en Israël, qui est généralement accordée aux étrangers résidant pour un séjour longue durée en Israël. Et en fait, moi par exemple, j'ai pas de passeport, mais j'ai juste un document de voyage, il est appelé laissez-passer, dans lequel il est indiqué que je suis jordanienne, alors que je suis née à Jérusalem, en Palestine. J'ai jamais vu la Jordanie, mais Israël n'utilise pas ce terme de Palestine, palestinien, palestinienne. Donc voilà, on n'a pas le statut on n'est pas considéré citoyen. On est seulement résident dans notre État. En fait, la résidence permanente est révoquée si l'État d'occupation découvre que les Palestiniens de Jérusalem n'ont pas le centre de leur ville à Jérusalem. Par exemple, s'ils ont vécu 6 ans au plus à l'étranger, ou s'ils ont obtenu la résidence ou la citoyenneté d'un autre pays, donc c'est révoqué. Et en fait, depuis 1967, Israël a retiré à presque plus de 14 000 Palestiniens leur titre de résident, et les a retirés de l'état civil et leur a interdit le droit au retour au regard de cette loi. Il faut dire aussi que pratiquement aucun logement public n'est mis à la disposition des Palestiniens de Jérusalem. Les démolitions de maisons combinées à une pénurie de logements avec des impôts très élevés
il oblige de nombreuses familles palestiniennes à chercher des logements dans les quartiers de Jérusalem-Est situés à l'autre côté du mur ou tout simplement à quitter la ville. Je vais maintenant aborder les politiques israéliennes. Je vais commencer, en fait il y a plusieurs politiques, mais j'aimerais les aborder en 3 points. D'abord, je vais parler des politiques juridiques, légales, puis démographiques, puis je parle des démolitions. Par rapport aux politiques légales, Israël a instauré une série de lois lui conférant un pouvoir presque illimité sur les territoires palestiniens, permettant ainsi de façonner la réalité à son avantage. Par exemple, et c'est l'une des lois les plus importantes, c'était en 1980, elle a été approuvée, et il a appelé la loi fondamentale, la loi de Jérusalem. Dans l'article 1 stipule que Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Donc cela ne fait aucun doute qu'Israël considère l'Est de Jérusalem comme partie intégrante de sa capitale. Bien sûr, la communauté internationale a réagi à la mise en place de cette loi. La même année, 1980, le Conseil de sécurité vote la résolution 478 qui ordonne l'abrogation de cette loi, mais bien sûr, en vain, rien n'a changé. La deuxième loi, elle est aussi très importante parce que elle est à l'origine de plusieurs démolitions qui prennent lieu aujourd'hui à Jérusalem. C'est la loi israélienne des absents. Les absents, ce sont les Palestiniens qui ont été forcés à quitter leur territoire en 1948 pendant la Nakba. En 1950, Israël a approuvé cette loi sur les biens de propriété absents. Cette législation a classé les propriétaires arabes comme absents, transférant ainsi tous les droits de propriété des biens en question au conservateur en charge de l'administration et de la préservation de ces biens. Officiellement, il s'agissait de mettre ces biens sous tutelle jusqu'à ce qu'une solution politique soit trouvée pour les réfugiés. Mais en fait, ces biens ont été transférés à l'autorité israélienne et pour le développement, entre guillemets, puis vendus pour des sommes dérisoires aux organisations coloniales et à des particuliers. Et aucune compensation n'a été accordée aux propriétaires palestiniens qui, dans la majorité des cas, ont perdu leurs biens sans en avoir été informés. Et à l'heure actuelle, par exemple, il est appliqué à l'Ifta, cette loi. Bien sûr, d'autres endroits, mais j'aimerais aborder l'exemple de l'Ifta. À l'heure actuelle, les autorités israéliennes considèrent, par exemple, les maisons restantes à l'Ifta comme des biens des absents, bien que la plupart des propriétaires, les réfugiés palestiniens de ces terres et maisons vivent actuellement à seulement 500 mètres du village. Ils ont été déplacés lors de la Nakba. Et l'objectif derrière le contrôle de l'Ifta, de cette manière, est de transformer les ruines du village en une résidence de luxe pour les Juifs et en un quartier commerçant, sous le prétexte trompeur d'un projet de conservation et de développement. Et en fait, bien sûr, les mesures israéliennes ne se limitent pas à l'aspect légal. Il y a des mesures démographiques. Mon collègue a parlé de la démographie et ça, c'est une stratégie très très importante adoptée par Israël. J'aimerais aborder l'exemple du plan directeur de 2000, de master plan de l'année 2000. Ce plan illustre comment la planification urbaine est manipulée pour favoriser l'expansion israélienne tout en restreignant le développement palestinien, modifiant ainsi l'équilibre démographique de la ville de Jérusalem. Ce plan vise à guider l'aménagement du territoire de la ville jusqu'en 2030 et il constitue une étape clé car il est le premier à intégrer à la fois les zones municipales de Jérusalem-Ouest et Est, abordant la ville comme une entité urbaine unifiée sous souveraineté israélienne. Et l'un des objectifs déclarés du plan est de maintenir une majorité juive à Jérusalem, fixant une population de 70% de juifs et de 30%
de Palestiniens, mais aujourd'hui on est 40% à Jérusalem, les Arabes. Et il comprend déjà l'annexion de 3 blocs de colonies à la municipalité de Jérusalem, Gauche Etzion au sud, le bloc de Ma'ale Adomim à l'est et Givat Zaev au nord. Et ce plan vise à exclure 3 communautés palestiniennes des frontières municipales de Jérusalem qui sont déjà marginalisées et très pauvres, comme Kfar Aqab, qui est densément peuplé, le camp de réfugiés de Shafat et Anata aussi. En fait, l'architecture des colonies confirme ce dessin. En fait, ces bâtiments surplombent le reste de la vie et rappellent sans cesse au peuple palestinien qui est le dominant et qui est le dominé. Et ce plan présente plusieurs défis, bien sûr, pour les Palestiniens de Jérusalem-Est. Il isole les quartiers palestiniens les uns des autres ainsi que de la Cisjordanie, tout en mettant en place des projets qui relient principalement les zones israéliennes entre elles. En fait, si on regarde la carte de la Palestine, c'est pas seulement Jérusalem-Est, elle est marginalisée. Vous trouvez toujours entre les endroits palestiniens des colonies pour fragiliser, pour fragmenter la géographie palestinienne. Il n'y a pas de continuité géographique en Palestine, que ce soit à Jérusalem, en Cisjordanie ou n'importe quel autre endroit en Palestine. Et en fait, le mur de séparation est un exemple notable de cette stratégie parce que, vous savez, le mur de séparation a séparé les communautés palestiniennes en 2. Et Israël aussi prétend mener des projets de planification urbaine pour améliorer la ville. Mais en réalité, ces projets ont des effets dévastateurs pour la population palestinienne, comme le tramway léger à Jérusalem, qui est officiellement présenté comme une solution pour décongestionner le trafic et revitaliser le centre de la ville. Mais en fait, ce projet masque en réalité des objectifs politiques en servant les colonies juives situées dans les territoires palestiniens occupés. En fait, il y a seulement 3 stations dans les quartiers arabes de ce train. Et ils ont été construits juste pour servir les Juifs parce que c'était nécessaire de lier la colonie de Biscat Zaïd au centre de la ville de Jérusalem. Donc, ils n'ont pas été construits, ces stations, pour les Palestiniens, pour les servir. C'était juste pour lier les colonies au centre de la ville. Et en fait, des biens palestiniens et des terres palestiniennes ont été confisqués pour construire ce projet. Donc, vous voyez, l'urbanisation de Jérusalem, l'urbanisation et la planification urbaine est généralement perçue comme un moteur positif et indispensable au développement en général dans le monde, mais en Israël, il devient un outil essentiel du colonialisme. Maintenant, je vais parler des démolitions à Jérusalem. Je vais surtout parler des quartiers de Sheikh Jarrah, peut-être vous connaissez, et aussi de Silvan. Ils sont devenus des symboles de résistance palestinienne contre les politiques israéliennes de démolition. Le cas de Sheikh Jarrah, je vais commencer avec ce cas. Le quartier de Sheikh Jarrah a une importance géographique notable car il relie la vieille ville de Jérusalem au quartier nord comme Shafat et Beth Hanina et de là à Ramallah au nord de la Cisjordanie. Ce lien est essentiel pour le projet israélien de Grande Jérusalem dont j'avais parlé. Mais toutefois, ce quartier est également vital pour les Palestiniens. Son histoire est profondément enracinée dans leur patrimoine collectif et il joue un rôle clé aujourd'hui dans la vie politique et culturelle palestinienne. Et aujourd'hui, il abrite des institutions internationales cruciales pour les Palestiniens, comme le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, le siège de l'UNRWA, qui a été brûlé par des colons israéliens il y a quelques mois, après le 7 octobre. Surtout des colons de l'extrême droite. Et il y a aussi des bureaux du Comité international de la Croix-Rouge, l'Organisation mondiale de la santé ainsi que plusieurs consulats étrangers. Il est devenu un symbole de la lutte palestinienne contre les politiques israéliennes d'expulsion forcée et de colonisation. Et en fait, il faut dire que depuis 1956, des familles palestiniennes y vivent en
en vertu d'un accord avec les autorités jordaniennes et l'UNRWA, entre les deux. Et en fait, ces familles ont été déjà déplacées de Jérusalem-Ouest suite à la Nakba, donc ils sont déjà des réfugiés. Et ils vont devenir, certains sont déjà devenus une autre fois réfugiés. La bataille légale autour de Sheikh Jarrah repose sur des revendications de propriété par des groupes de colons israéliens. C'est pourquoi j'ai parlé de la loi des absents, qui prétendent, ces colons, ils prétendent que les terres appartenaient aux Juifs avant 48. Mais en revanche, les familles palestiniennes insistent sur leurs droits basés sur les accords historiques entre le gouvernement jordanien et l'UNRWA. Mais bien sûr, le système judiciaire israélien tend à favoriser les colons, alimentant un sentiment d'injustice parmi les résidents palestiniens. Et en fait, les actions de colonisation israélienne à Sheikh Jarrah s'inscrivent dans un programme plus vaste visant à établir un contrôle juif israélien sur un prétendu bassin historique, le Saint-Bassin, qui c'est un nom israélien, c'est issu du Torah. Ce sont des récits manipulés israéliens pour contrôler la ville. Il faut dire que la plupart des peuples israéliens ils ne croient pas en Dieu, ils sont athées, et la religion n'a pas vraiment d'importance dans leur vie. Et cependant, et surtout les colons de droite, ils s'appuient sur des récits religieux manipulés pour contrôler la ville, pour justifier leur existence, leur colonisation de la ville, pas seulement Jérusalem, mais toute la Palestine. Et ce Saint-Bassin, il s'étend de la vieille ville à Sheikh Jarrah, puis à Silvan au sud, et jusqu'au mont des Oliviers à l'est. Israël justifie en partie les expulsions de Sheikh Jarrah par l'importance religieuse du site de Shimon HaTzadik, prétendant que la terre était juive avant 48. Shimon HaTzadik, c'est une figure religieuse juive, symbolique, et il est au cœur d'une revendication israélienne sans laquelle sa tombe se trouvait dans le quartier de Sheikh Jarrah, et cette prétendue tombe a servi de prétexte à l'établissement de colonies regroupées sous le nom de Nahalat Shimon, ou l'héritage du Shimon, qui constitue aujourd'hui les plus grandes unités de colonies de ce quartier. Cependant, les archéologues remettent en question cette assertion, estimant improbable que cette tombe appartienne réellement à Shimon HaTzadik. Et malgré ces doutes, cette année encore, des dizaines, surtout après le 7 octobre, des dizaines de milliers de colons ont afflué à Jérusalem pour célébrer la fête des torches près de la tombe, transformant Sheikh Jarrah en véritable zone militarisée avec un déploiement massif des forces de sécurité. Et pour permettre l'accès à la tombe de cette figure, Shimon HaTzadik, les autorités israéliennes ont fermé plusieurs rues du quartier, érigé des barricades et réquisitionné les plus grands terrains pour y organiser des festivals bruyants qui ont perturbé la vie des résidents toute la nuit. Ici, il faut juste un peu parler des restrictions des libertés religieuses à Jérusalem. Le sujet de Sheikh Jarrah nous amène à en parler parce que les colons continuent, pas seulement à Sheikh Jarrah, mais ils continuent d'envahir la mosquée Al-Aqsa lors de leur célébration, empêchant les musulmans d'y prier. Et cette répression, bien sûr, ne se limite pas aux musulmans. Les chrétiens de Jérusalem sont également victimes de ces restrictions. Cette année encore, les ports de la vieille ville ont été fermés aux pèlerins venus célébrer le Saint des Saints et le dimanche des Rameaux à l'église du Saint-Sépulcre. Et il en a été de même pour Noël, où ceux qui ont pu entrer ont été frappés et insultés. Et en fait, c'est dans le quartier arménien à Jérusalem, c'est le même cas. Il est menacé parce qu'Israël veut y mener des projets de développement et des projets immobiliers. Voilà. Pour juste donner un exemple, en novembre 2018, la famille Al-Kurd était la première famille à être expulsée de leur maison, suivie en août 2009 par l'expulsion des familles Hannoun et Al-Rawi de leur maison.
Et après ces explosions, des colons se sont installés dans ces habitations et ont hissé des drapeaux israéliens, inaugurant ainsi une nouvelle étape de souffrance pour les habitants du quartier. Israël procède parfois à l'explosion soudaine des familles de leur maison, sans préavis et sans considération pour les difficultés qu'elles traversent, les laissant sans aucune alternative ni lieu où se réfugier. Par exemple, en janvier 2022, en pleine nuit pluvieuse, les forces d'occupation israéliennes ont démoli la maison de Mahmoud Salhiye, située dans le quartier de Sheikh Jarrah, alors que sa famille dormait. Les soldats ont forcé l'évacuation de tous les membres, y compris les femmes et les enfants, les laissant sous la pluie. Et la maison dans laquelle ils avaient vécu pendant plus de 70 ans a ensuite été détruite. Mais bien sûr, la lutte se poursuit encore aujourd'hui et la résistance courageuse du peuple ainsi que la solidarité internationale avec la cause de Sheikh Jarrah et de Jérusalem ont permis de retarder en fait certaines opérations d'explosion. Maintenant, rapidement, juste le cas de Silwan. Silwan est une commune palestinienne d'environ 55 000 habitants et se situe à Jérusalem-Est occupée, juste en dessous de la vieille ville, à côté de la mosquée Al-Aqsa. Et Silwan est connu pour ses ressources naturelles. Depuis l'occupation de Jérusalem en 1967, l'annexion, Silwan a été la cible de la municipalité israélienne de Jérusalem ainsi que des associations de colons juifs, surtout l'association de colons Il'ad. Elle est à l'origine des activités coloniales dans cette zone en construisant la cité de David, je ne sais pas si vous connaissez, et en gérant les fouilles archéologiques qui ont commencé après 1967. Ils cherchent à prouver qu'il existait en Palestine avant 1948 en s'appuyant sur des récits archéologiques en fait, qui a été approuvé par des archéologues qu'il n'y a aucune preuve pour ces sites qui disent qu'il existe en fait. Et les autorités israéliennes ont justifié la démolition d'habitations assez loin au nom d'intérêts historiques et religieux, bien sûr, comme c'est le cas à Sheikh Jarrah, et afin de promouvoir le développement du soi-disant Saint-Bassin dans et autour de la vieille ville de Jérusalem. Depuis le 7 octobre 2023, la municipalité de Jérusalem a intensifié sa campagne de démolition en réactivant les ordres de démolition qui ont été suspendus. Et cette vague a été suspendue en 2021, après 2021, la résistance palestinienne. Cette vague de démolition pourrait exposer plus de 100 familles, soit environ 1055 personnes, dont 360 enfants, les laissant sans abri. Et entre 2019 et 2023, les autorités israéliennes ont démoli 113 bâtiments appartenant aux Palestiniens à Silwan. Et en fait, ce sont des détails, je vais éviter. Bien sûr, malgré la douzaine des fouilles archéologiques, j'insiste qu'aucune preuve pourrait attester de la présence du roi David. J'ai dit, il disait que ce roi, il vivait à Jérusalem avant 1948, il y a longtemps, et c'est pourquoi ils construisent aujourd'hui cette ville de David à Jérusalem. Et elle est déjà construite, et il y en a d'autres projets. Et en fait, les fouilles ont impliqué de creuser des tunnels sous Silwan, causant des dommages aux maisons palestiniennes et à la mosquée Al-Aqsa. Et de nombreuses maisons ainsi qu'une école de l'UNRWA se sont effondrées. Et l'AD effectue l'organisation de colons. Elle effectue les fouilles avec un dispositif de sécurité accru, comprenant une surveillance constante du quartier par vidéosurveillance. Et
les conséquences maintenant, rapidement. À Sheikh Jarrah, par exemple, à Silvan aussi, à Jérusalem en général, mais surtout dans ces quartiers menacés, les colons, dont certains sont armés, exercent une répression violente contre les Palestiniens. Ils envahissent les maisons, causant des dégâts. Ils s'en prennent aux habitants en utilisant des grenades lacrymogènes et assourdissantes, ainsi que de l'eau contaminée, bien sûr. Il y a des arrestations arbitraires, toujours, par les forces sionistes et par les colons. Le quartier est parfois complètement bouclé, comme c'était le cas en 2021. Ces déplacements forcés privent les familles de leurs biens et de leur sentiment de sécurité, tant physique qu'économique. Cela perturbe souvent leurs moyens de subsistance, aggrave la pauvreté et abaisse leur niveau de vie, tout en limitant l'accès aux services essentiels comme l'eau, l'éducation et les soins de santé. Les enfants subissent les conséquences d'une manière particulièrement grave, avec des troubles de stress post-traumatique, PTSD, de la dépression, de l'anxiété, une baisse de leurs résultats scolaires, les expulsions forcées et l'expansion des colonies et les restrictions de mouvement, combinées à l'intimidation et au harcèlement par des colons souvent armés, accentuent la fragmentation des quartiers palestiniens aussi. Mais malgré les pressions constantes, les résidents n'ont jamais cessé de résister au plan israélien. Ils ont lutté avec tous les moyens possibles pour défendre leurs droits et ont proposé des solutions alternatives. Donc c'est pas seulement, c'est pas que des manifs. Par exemple, depuis 2004, les habitants de Silvan, par exemple, collaborent avec des avocats, des urbanistes, des architectes pour proposer à la municipalité israélienne de Jérusalem 2 plans alternatifs qui permettraient de préserver les maisons sans qu'elles soient démolies. Mais bien sûr, la municipalité de Jérusalem israélienne les a rejetés à plusieurs reprises, insistant sur la démolition du quartier tout entier. Il faut dire aussi que la destruction des habitants des habitations ne se limite pas seulement aux démolitions soudaines et non averties par Israël, mais les Palestiniens se voient souvent contraints de démolir leur propre maison, une mesure qui permet à aux occupants de réduire les coûts de démolition, parce que ça coûte cher de démolir les maisons des Palestiniens, donc ils sont parfois obligés à démolir leur propre maison. Et cette méthode impose aux Palestiniens non seulement les frais de démolition, mais aussi un lourd fardeau psychologique. Maintenant, rapidement, l'éducation à Jérusalem. Une des conséquences majeures de la décision israélienne d'annexer Jérusalem-Est en 1967 était la prise de contrôle des écoles de la ville par la municipalité d'occupation et le ministère de l'Éducation. Car avant 1967, ces écoles étaient publiques et affiliées au ministère jordanien de l'Éducation. Et après l'annexion, elles ont été intégrées au système éducatif israélien. Et les écoles palestiniennes font face aujourd'hui à de nombreux défis à Jérusalem. Un sous-financement systématique des écoles de Jérusalem-Est a entraîné un manque chronique de salles de classe, d'installations et d'équipements. Et ils sont tout à fait marginalisés, les écoles palestiniennes à Jérusalem. Et les enseignants palestiniens qualifiés de Cisjordanie sont interdits d'enseigner dans ces écoles de Jérusalem-Est à cause de la politique israélienne de fermeture de Jérusalem, surtout à travers les checkpoints et d'autres mesures. Des pressions politiques menacent aussi leur fonctionnement. De nombreuses écoles ont même été menacées de perdre leur licence ou d'être fermées si elles ne se conformaient pas aux directives israéliennes. J'insiste sur ce que ma collègue Céline a dit tout à l'heure. Ben Gurion a un jour affirmé que les adultes mourraient et que les enfants oublieraient. Mais les enfants palestiniens ont prouvé qu'ils n'oublieraient jamais. Et toutes les tentatives d'Israël pour effacer la mémoire des jeunes Palestiniens se heurtent à l'échec. Bien sûr, après le 7 octobre, il nous pose toujours cette question: qu'est-ce qui a changé après le 7 octobre à Jérusalem? En fait, c'était pas vraiment un changement, c'était une intensification des politiques. Il y avait toujours
violation des droits à la liberté d'expression. Les autorités israéliennes ont renforcé, après le 7 octobre, la surveillance des réseaux sociaux et lancé des campagnes d'arrestation ciblant les habitants de Jérusalem sous prétexte de crimes d'incitation sur Facebook et de soutien aux organisations terroristes. La détention s'est aussi intensifiée. Depuis le 7 octobre, on a eu plus de 10 200 cas d'arrestation, y compris d'arrestation, on appelle la détention administrative. C'est la détention sans procès ni accusation claire. En fait, il y a eu aussi la suspension des permis de travail à Jérusalem pour les détenteurs de cartes d'identité de Cisjordanie, qui a entraîné de graves répercussions économiques, notamment pour ceux qui travaillent dans le secteur de la construction. Il y avait des restrictions d'accès à la vieille ville de Jérusalem malgré son importance économique et sociale. Et les effets cumulatifs de ces mesures ont eu un impact économique considérable sur les Palestiniens résidant à Jérusalem. Parce qu'en décembre, par exemple, en décembre 2023, le nombre de résidents percevant des allocations chômage a été multiplié par 5. Cela est particulièrement alarmant, sachant que 75% de la population vivait déjà sous le seuil de pauvreté avant la guerre à Jérusalem, avant le génocide, en fait, avant la guerre. Et il fallait parler un peu de droit international, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Et vous savez bien sûr que selon le droit international, Jérusalem est considéré un territoire occupé et les Palestiniens de Jérusalem doivent être des personnes protégées, mais voilà, on n'est pas protégés. Et voilà, je veux pas prendre encore du temps. Oui, j'arrête ici. Merci à vous. مرحبا كمان مرة. آسفة إنه ما بحكي اللغة الفرنسية، بس زي ما بقول دايما اللغة العربية حلوة على السمع، فمبسوطة عشان رح تسمعوها. Ok, bonsoir encore une fois. Je suis désolée de ne pas pouvoir parler en français, mais comme je me dis tout le temps, écouter l'arabe, c'est joli aussi, hein, donc je suis contente quand même que vous avez l'occasion de l'entendre. اليوم جاي أحكي لكم عن 3 كذبات بتقولها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي باستمرار. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 mensonges que le gouvernement et l'armée israélienne répètent sans cesse. بتقول إسرائيل دائما إنها بتحترم القانون الدولي وبتحترم اتفاقية أوسلو اللي بتمنعها تكون في الضفة الغربية. Israël dit qu'elle respecte le droit international, qu'elle respecte le traité d'Oslo, qui normalement l'empêche de se trouver en Cisjordanie. ولكن يوجد أكثر من نصف مليون أو ما يزيد عن نصف مليون إسرائيلي بعيش في الضفة الغربية. Mais il y a à peu près un demi-million, même un peu plus d'un demi-million d'Israéliens qui vivent en Cisjordanie. وما بيعيشوا طبعا في حال سبيلهم، ولكن بيضلوا يضايقوا حياة الفلسطينيين. Ils ne vivent même pas comme ça, on parle de colons. Ils ne vivent même pas tranquillement, mais ils harcèlent les Palestiniens sans cesse. الإسرائيليين بالضفة بيعيشوا في أماكن تدعى مستوطنات، وحاليا يوجد 144 مستوطنة. Ces Israéliens-là vivent dans des colonies et actuellement il y en a 144 colonies en Cisjordanie. هذه المستوطنات تقطع ما بين مدن الضفة الغربية وتجعل التنقل بينها صعب جدا وقد يعرض للاعتقال أو الموت. Ces colonies-là rendent la circulation en Cisjordanie très difficile car elles coupent les endroits les uns des autres et peuvent créer même des dangers. حيث يمنع الفلسطيني من المرور في المستوطن أي مستوطن منع بات ويضطر لأخذ طريق طويل جدا للوصول إلى المدينة. Les Palestiniens n'ont pas le droit de passer dans les routes qui sont consacrées à ces colonies. Ils sont interdits d'emprunter ces routes. Et donc ils doivent emprunter des chemins beaucoup plus longs.
pour arriver à leur destination. وإن استطاع المرور من هذه الطرق الطويلة جدا سيتعرض إلى ما يسمى بهجمات المستوطنين. Ok, au cas où ils arrivent à passer dans ces chemins-là qui sont beaucoup plus longs, eh bien, ça ne l'empêche pas qu'ils risquent de confronter des attaques de la part des colons. المستوطنين هم من تلقبهم دولة إسرائيل بالمدنيين، ولكنهم مدنيين مسلحين من أصغر مستوطن لأكبر مستوطن. Israël les appelle ces colons des civils. Or, ce sont des civils armés, hein, des plus petits enfants jusqu'aux plus vieux. والمستوطنين المستعدين دائما للهجوم على السيارات، على الأطفال وعلى الأشخاص. Ils sont toujours prêts à attaquer les personnes, les voitures, les gens qu'ils rencontrent, qu'ils trouvent, qu'ils croisent. وبنعرف ناس عددهم كتير كبير تدمرت سياراتهم، خسروا طرف من أطراف أجسامهم أو عين من عيونهم فقط لأنهم مروا بطريق خاطئ ودخلوا لمستوطن عن طريق الخطأ. Je connais plein de personnes qui ont perdu un bras ou une jambe ou perdu un œil parce que par erreur ils ont emprunté un chemin consacré à la colonie. لو أخصص أكثر في مدينة، أنا بعيش في مدينة اسمها نابلس، في لها 4 مداخل ومخارج، ولكن هاي ال4 مداخل ومخارج محاصرين ب12 حاجز. Pour être un peu plus précise, je vais parler de Nablus, ma ville, qui a 4 entrées qui sont entourées de 12 checkpoints. ومعرضة دائما لاقتحامات الجيش الإسرائيلي. Et risque toujours des attaques de l'armée israélienne, des incursions. خلال أغلب اقتحاماتهم بيتبعوا سياسة الطخ بطريقة عشوائية وإصابة العديد من المدنيين. Lors de ces incursions, ils tirent n'importe comment. Et ils essayent d'atteindre un nombre de civils palestiniens. Parce qu'ils tirent n'importe comment et pas d'une façon ordonnée, quoi. في واحد من آخر الاقتحامات اللي تعرضت لها المدينة فقدنا حياة فتاة كانت ترتاد نفس جامعتي. Dans l'une des dernières incursions, on a perdu la vie. Une fille que je connais qui était à l'université avec moi a perdu la vie. هاد بياخذنا للكذبة الثانية وهي إنه هدف إسرائيل هو المقاومة المسلحة والمسلحين فقط. Et cela nous mène au deuxième mensonge qui est le but de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, est juste de s'en prendre à la résistance armée. بتقول الحكومة الإسرائيلية باستمرار إنها تحترم حياة كل الشعوب وحياة الفلسطينيين وأنها فقط ستستهدف من يحمل سلاح أو من يهدد خطر دولة إسرائيل. Ils disent tout le temps, ils répètent qu'ils ne vont cibler que ceux qui sont armés et qu'ils essayent de respecter la vie des civils palestiniens. ولكن هذا يجعل المرء يتساءل. مثلا أين كان سلاح الفتاة التي ترتاد نفس جامعتي وتدرس تخصص له علاقة بالفنون؟ Alors la question qui se pose ici, on se demande quelle était l'arme de la jeune fille qui a perdu sa vie là et qui était à mon université, qui étudiait les arts. قبل 3 أسابيع تقريبا فقدنا ناشطة تركية أمريكية كانت تتواجد في قرية قرب نابلس اسمها عائشة نور. Il y a une semaine à peu près, on a perdu une jeune américaine d'origine turque, Aisha Nour, qui faisait de solidarité avec un village à Nablus et à Beta. تم قتلها برصاص الجيش الإسرائيلي فقط لأنها كانت تشارك في مظاهرة سلمية داعمة لحقوق الفلسطينيين. Elle a été tuée par les balles israéliennes juste parce qu'il faisait la solidarité avec le peuple palestinien et pour la défense de ses droits.
كمان مرة المرء يتساءل أين كان سلاح عائشة نور ومين في الضفة الغربية آمن من أن أنه يتم طخه برصاصة عشوائية ويفقد حياته. Alors, encore une fois, on pose la question qui peut être en sécurité, quoi, en Cisjordanie, qui est à l'abri des balles perdues. Et Aïcha Nour, par exemple, quelle était son arme? Elle était où son arme qui menaçait l'armée israélienne pour qu'elle soit tuée après? تعرف السؤال عن مقتل عائشة نور عن فتاة فقدت حلم وحياة وقلب ينبض خطأ. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit après la mort de Aïcha Nour? Une fille qui a perdu sa vie, qui a perdu ses rêves, qui a perdu son cœur battant, etc. Ils ont dit, oh, c'était une erreur. ولكن عائشة نور لأنها أمريكية تركية تم قيل عن موتها خطأ، ولكن أكثر من 700 إنسان قتل في الضفة الغربية وتم الاحتفاء بقتله على أنه نصر. Ça c'est pour Aïcha Nour qui est d'origine turque, qui a une nationalité américaine. On a dit quand même, ils ont dénié dire que c'était une erreur. Par contre, la même chose n'a pas été dite des 700 Palestiniens qui ont été tués sans scrupules, et on a représenté leur mort comme une victoire. هذا الشيء اللي بيخلينا نتأكد تمام ونعرف تمام العلم إنه حياة الفلسطينيين لا تساوي شيء بالنسبة لحكومة إسرائيل. Cela nous pousse quand même à être sûr que quand même la vie d'un Palestinien ou des Palestiniens en général ne vaut pas grand-chose pour les Israéliens. وإنما هدفهم الأساسي والأصلي والرئيسي أن يمحوا فلسطين من الوجود الجغرافي ومن وجودها الوجداني. Et que le but principal, bien évidemment, c'est d'effacer l'existence géographique des Palestiniens, l'existence émotionnelle et la vraie vie palestinienne. ولكن هذا الذي لن يحدث أبدا لأن الكثير والكثير من الاحتلالات والناس الذين طمعوا بفلسطين قبلهم ولم يتمكنوا من إنهائها. Cela, bien évidemment, n'arrivera jamais. La Palestine a subi des occupations diverses et les Palestiniens sont toujours là, donc ils ne peuvent pas quand même réaliser ce rêve. هلا بنروح للكذبة الثالثة، ليست الأخيرة طبعا ولكنها الأخيرة التي سأطرحها. Maintenant, on va parler du troisième mensonge. Ce n'est pas le dernier mensonge qu'israéliens ont, mais le seul dont je vais parler ce soir. تقول الحكومة الإسرائيلية أنها تحترم حقوق النساء ودائما ما تحاول خرطهم في الحكومة الإسرائيلية. Le gouvernement israélien dit qu'il respecte les droits des femmes et qu'ils essaient de les intégrer dans le gouvernement israélien. ولكن أنا أعمل مع مؤسسة تدعى التنوير وهي نسبة إلى العصر التنويري في فرنسا تقوم بالوقوف إلى جانب الفلسطينيات الذين تعرضوا لانتهاكات نفسية وجسدية من الاحتلال الإسرائيلي. C'est une association qui s'appelle le Tanwir, qui fait référence à l'âge de lumière en France. Cette association aide les femmes qui subissent des harcèlements, que ce soit physique ou psychologique de la part des Israéliens. نسمع قصص كثير مؤلمة عن ظروف قاسية بالتحقيق للمعتقلات البنات. On entend parler quand même des conditions très très difficiles lors des enquêtes et lors des interrogatoires des filles dans les prisons israéliennes. والكثير من طرق التعذيب المهينة جدا لامرأة. Et des méthodes de torture qui sont très très insultantes et très humiliantes pour les femmes. وحالات متعددة من الاغتصاب من قبل الجنود الإسرائيليين. Plusieurs cas de viol aussi de ces femmes par des soldats israéliens. في أول الحرب على غزة قامت الحكومة الإسرائيلية والأمريكية بالادعاء بأن المقاومة الفلسطينية قامت باغتصاب نساء يهوديات. Au début de la guerre de Gaza, après le 7 octobre,
les Israéliens ainsi que les Américains ont prétendu, ils ont dit, ils ont affirmé que la résistance palestinienne a violé des femmes israéliennes. وعندما سألناهم عن دليل يثبت هذا الادعاء قالوا لا يوجد دليل واعتذروا عن الكذبة التي ألقوها. Et quand on leur a demandé de fournir une évidence ou une preuve sur ce qu'ils disent, ils ont dit qu'il n'y a pas de preuve et ils se sont excusés. ولكن من الجانب الفلسطيني نحن نملك الدليل ونملك الادعاء ومع ذلك القانون الدولي لم يحرك ساكنا. Nous, en ce qui concerne les victimes palestiniennes, on a la preuve, mais la communauté internationale, le droit international n'a rien fait pour ces femmes. وآخر شيء بدي أشير إلى الفلسطينيين يعني في خلال 76 سنة الاحتلال الإسرائيلي إنه حاولوا بكثير من الطرق طلب الحرية وتحرير فلسطين. Lors des 76 années d'occupation, les Palestiniens ont essayé par tous les moyens de se libérer, d'atteindre la liberté. ولكن اليوم بعد 76 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لم يصبح طلب التحرير طلب ولكن حق يجب أخذه. Maintenant, après 76 ans de cette occupation, ce n'est pas uniquement une demande de libération, ça devient vraiment, c'est un droit absolu qu'il faut atteindre, qu'il faut obtenir. هناك الكثير والكثير من أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا في السجون الإسرائيلية منذ أكثر مما يزيد عن 30 عام. Il y a beaucoup de prisonniers dans les prisons israéliennes qui ont déjà passé plus de 30 ans dans ces prisons. وأشير أيضا إلى المعتقل في السجون الفرنسية والداعم لقضية فلسطين والذي شارفت محكمته القادمة على شارف موعدها جورج إبراهيم عبد الله. Et j'aimerais bien quand même faire référence aussi à Georges Ibrahim Abdallah qui va avoir son procès aussi ici en France et qui a quand même lutté pour la cause palestinienne. الإفراج عن جورج عبد الله والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حق يجب أخذه لأن من حق كل إنسان طبيعي أن يرى الشمس بلا قضبان تحيتها. Libérer Georges Ibrahim Abdallah comme libérer les Palestiniens, les prisonniers palestiniens est un droit absolu. Parce que chaque être humain a le droit quand même de vivre librement, de voir la lumière du soleil sans barreau qui lui bouche la vie. أول رئيس وزراء إسرائيلي قال أن سيأتي يوم وستنمحي القضية الفلسطينية لأن الكبار سيموتوا والصغار سينسوا القضية. Le premier ministre israélien, le premier ministre israélien un jour dit les Palestiniens, les vieux vont mourir et les petits vont oublier. ولكننا لم نموت ولم ننسى ووجودكم اليوم واهتمامكم بالقضية يشعرنا أنه ما يزال يوجد مطالب في حق الفلسطينيين. Et aujourd'hui, on constate qu'on est toujours là, on n'est pas mort, on n'a pas oublié. Et votre présence ce soir nous fait quand même, nous rend sûr que, voilà, nous fait comprendre que quand même effectivement que notre lutte va continuer et qu'on ne nous a pas oublié, qu'on est vivant. لذلك نطلب منكم أن تستمروا بالعمل وأن لا تحاكوا الفلسطينيين كأنهم أرقام فكل حياة نفقدها فقدنا حلم وفقدنا روح. شكرا جميعا. C'est la raison pour laquelle je vous demande de continuer à lutter, de continuer à faire preuve de solidarité, car de ne pas te traiter comme des chiffres,
car chaque Palestinien qui a perdu sa vie, c'est une vie qui est perdue, c'est une âme qui est perdue, c'est un rêve qui est perdu. Je vous remercie beaucoup.